Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que vous m'entendez, je m'entends aussi. Il est 11h20, 11h21, on va pouvoir commencer éventuellement. Je sais pas. Bon, je sais que je suis en compétition avec mes petits copains, mes collègues qui sont dans la salle d'en face, donc je ne sais pas si c'est eux qui ont drainé plus de monde que moi. On verra ça à la sortie. Donc déjà, c'est bon. Cool. Avant tout, je tiens à dire que je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, parce que j'ai déjà eu l'occasion d'être speaker là, sur le DevOps d'idées il y a plusieurs années. Et en fait, c'est la première fois depuis le confinement en fait, que je fais un talk en français, en présentiel, en public. Et en plus, ça se passe dans ma région, donc je suis assez heureux et je remercie les organisateurs pour cet événement. Moi, je travaille dans une zone qui est plutôt IMIA en anglais généralement, et je fais pas mal de conférences, mais plutôt en virtuel. Donc, je m'appelle Philippe Huet, je suis spécialiste Solution Architect dans une société qui s'appelle Red Hat. Donc, en gros, je suis avant-vente technique sur un portefeuille produit un peu particulier qui s'appelle OpenShift et tout l'écosystème. Donc, c'est grosso modo notre distribution Kubernetes. Et donc en fait, je suis assez impliqué dans tout ce qui touche, on va dire, concrètement à Kubernetes et aux pratiques DevOps qui vont autour. Je vais sûrement faire pas mal d'allusions. J'essaye d'être un peu agnostique par rapport à ma société. Enfin, c'est pas complètement vrai. Je vais essayer de faire en sorte. Je vais sûrement faire beaucoup d'allusions à OpenShift parce que c'est quand même le produit sur lequel je travaille tous les jours, que je pratique tous les jours et qui est un produit que j'aime vraiment bien. Donc je risque de faire allusion. Mais mon sujet aujourd'hui, c'est le edge computing et les pratiques DevOps, éventuellement les pratiques DevOps quand on fait du edge computing. Donc j'ai un petit agenda. Je vais revenir éventuellement sur la définition du terme. Je ne sais pas si dans l'assistance, il y a beaucoup de gens qui ont déjà une pratique, enfin qui sont déjà en train d'implémenter des architectures edge computing. Si vous pouvez lever la main, si vous... Ok, ça ne va pas être facile si personne n'en fait. Et justement, c'est bien parce que je pense que j'ai un talk qui est potentiellement plus long que les 40 minutes. Donc je vais pouvoir traiter, j'ai toute une partie définition, explication de ce que c'est de ça. Je vais pouvoir insister un peu dessus. Donc pourquoi est-ce qu'on en fait? Ou en tout cas, pourquoi est-ce qu'on pense que il va y avoir un avènement autour de tout ça et que ça va se déployer massivement? Quels usages existent déjà et quels usages sont identifiés dans un futur très très proche? Les challenges que ça implique, bien sûr, parce que c'est très attractif, c'est assez innovant, mais c'est pas si simple que ça à mettre en place. Et on est sur un événement DevOps aujourd'hui qui s'appelle DevOps Idées. Donc le DevOps dans tout ça, quelle est son importance et comment on l'embarque ou éventuellement pas forcément l'embarquer, comment naturellement ça s'imbrique dans tout ça. Donc le DevOps à l'Edge, comment on adopte ces pratiques au cloud? Donc il faut bien voir qu'il y a, je sais pas, il y a quelques mois, quand j'ai reçu une sollicitation pour dire est-ce que tu veux être speaker sur le DevOps d'idées, j'étais là, ouais, j'habite juste à côté, j'ai pas l'occasion de sortir tous les jours, je travaille en remote, donc je me suis dit, ouais, il faut que je sois présent, et je me suis dit, dans mon quotidien, je vais chercher un sujet qui soit qui soit relativement attractif parmi tout ce que je fais. Donc je travaille beaucoup sur la systématisation de l'installation de serveurs bare metal, l'observabilité du CPU pinning, donc vraiment de la performance, des profils de performance dans Kubernetes, du réseau hyper performant. Je travaille dans un vertical qui s'appelle Telco Media Entertainment, donc je suis très impliqué dans tout ce qui touche aux télécoms et aux fournisseurs d'équipements et de solutions réseau pour les télécommunications. L'avantage que j'ai, en tout cas dans ce que je pouvais trouver à l'époque, c'est que je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle le virtual RAN. Donc je pense qu'ici, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui travaillent dans les telcos. Le virtual RAN, c'est le Radio Antenna Network, donc c'est comment on amène du logiciel, ou comment en tout cas on transforme en software defined tout ce qui touche aux antennes mobiles pour la téléphonie. Et donc si ça parle d'antennes, vous pouvez imaginer, en France, je ne sais plus combien il y a, mais il y a plus de 20 000 antennes déployées partout en France. Donc si ça touche aux antennes, c'est que c'est assez loin des data centers, assez loin d'où on a l'habitude de voir des centres de données et des applications. Donc c'est ce qu'on va appeler l'edge. C'est à l'edge.
Bon, après, entre-temps, j'ai basculé sur d'autres projets. Quand je me suis dit, il y a quelques jours, je me suis dit, bon, il faut que je travaille mon talk quand même. Je me suis dit, ouais, pourquoi j'ai pris ce sujet-là? En fait, c'était marketingment parlant, c'était assez vendeur. Mais d'un autre côté, je suis plus complètement dedans. Là, je fais d'autres choses. Mais bon, rassurez-vous, j'ai pas mal de choses à raconter. Et surtout, c'est quand même comment expliquer ça? C'est un domaine qui devient assez naturel pour moi, même si j'ai plus l'impression d'être impliqué complètement dans le edge computing et je fais des choses qui sont un peu plus recentralisées, je le pratique quand même tous les jours et j'ai des discussions avec des clients à moi tous les jours autour de ça. Donc, le edge computing, qu'est-ce que ça veut dire? Formellement parlant, la définition, enfin la traduction, c'est traitement des données à la périphérie du réseau. Voilà. Donc je ne sais pas si ça vous parle plus que ça, moi ça, je ne sais pas. Enfin en tout cas il y a plusieurs interprétations qu'on peut faire de ça. Et d'ailleurs, tout le monde convient, enfin arrive autour d'un consensus sur qu'est-ce que c'est réellement le edge computing, mais si vous faites un coup de Google, enfin une recherche sur internet plutôt, vous allez trouver plusieurs définitions de ça. Donc moi il y en a une sur laquelle je suis à peu près d'accord et qu'on pourra définir. Enfin en tout cas étayé, c'est l'edge computing désigne une architecture informatique distribuée qui se caractérise par une puissance de traitement décentralisée. Donc, comment on interprète ça? En gros, l'edge computing, c'est l'exécution de charges de travail, donc des applications, on va dire, au plus près des données et des utilisateurs. Ou dans le cadre industriel, par exemple, il y en a qui travaillent dans l'industrie, qui sont dans les process industrie 4.0, ainsi de suite, auprès des machines. On va pouvoir parler des robots, des choses comme ça. Donc c'est amener de la puissance de calcul et de la capacité d'exécution d'applications au plus près de là où on produit de la donnée aujourd'hui. Massivement, on produit plutôt de la donnée à l'extérieur et surtout au plus près des utilisateurs qui consomment ces applications. Ce n'est pas un concept complètement nouveau, puisque typiquement dans l'industrie, ça fait longtemps qu'on a des applications qui tournent au plus près des machines, des choses comme ça, qui potentiellement renvoient des données dans des centres, des data centers centraux. Quoique, pour avoir travaillé un peu dans l'industrie avant de faire partie des telcos, on se rend compte qu'ils ont quand même créé une dépendance où beaucoup d'applications sont dans les data centers et plus tellement dans les usines. Et on se retrouve avec certaines problématiques qu'on verra, des problématiques que potentiellement corrige le edge computing, notamment sur la dépendance du réseau, sur les performances du transit réseau et ainsi de suite. Typiquement, perdre la communication réseau entre une usine et un data center central quand l'application est dans le data center central, ça veut juste dire qu'on arrête la production. C'est un exemple dans ce monde-là, mais il y en a plusieurs dans d'autres. Donc ce n'est pas un concept complètement nouveau, mais en tout cas c'est un terme assez nouveau. Et pourquoi est-ce qu'on a fait émerger ce terme de edge computing? C'est que on a vu, enfin je pense que vous l'avez tous vécu, massivement une cloudification des applications. En gros, beaucoup d'entreprises, on parle de move to cloud, c'est hyper important, il faut qu'on arrête les data centers, il faut qu'on bascule tout chez les hyperscalers, applications et ainsi de suite. Puis on se rend compte que c'est bien, mais que ça ne fait pas tout. Typiquement, cette problématique, où sont produites les données, généralement, elles ne sont pas produites chez les hyperscalers. Où sont nos utilisateurs? Ils ne sont pas non plus dans les data centers des hyperscalers. D'ailleurs, est-ce que vous savez où sont les data centers des public cloud que vous utilisez? Moi, je sais où il y en a certains, notamment en Allemagne, parce que j'ai travaillé un peu par là-bas, mais pas forcément. Donc, en gros, aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup d'entreprises qui commencent à repenser leur architecture pour dire on va mettre de la charge de travail dans différents endroits, et principalement à l'edge. Du coup, pour bien séparer, enfin en tout cas bien clarifier les concepts, on va parler de cloud d'un côté et de edge computing dès que ça sort du cloud et que ça va à la périphérie. Il y a quand même des similitudes, enfin en tout cas de ce qu'on essaye de créer aujourd'hui, il y a des similitudes dans les deux environnements. Ce qu'on va voir un peu plus tard, c'est pourquoi notamment tout ce qui touche aux pratiques DevOps, DevSecOps va pouvoir s'adapter à l'edge. Donc comment ça se représente? Ce schéma n'est pas très beau, je l'ai piqué, je l'ai piqué à ma société mère. Enfin, en gros, pour ceux qui ne savent pas, Red Hat appartient à IBM, enfin a été racheté par IBM il y a un peu plus de 2 ans. On a l'avantage de rester une société indépendante et de ne pas être complètement confronté à eux. Mais en tout cas, j'ai pris, je
fasse attention à ça. Je suis allé piquer ce diagramme chez eux, ce schéma chez eux, parce que je ne suis pas complètement fan, mais il a le mérite de représenter grossièrement les différentes composantes du Edge. Donc, complètement sur ma gauche, sur votre droite, on va retrouver le cloud public ou vos data centers, enfin les data centers d'entreprise, qu'on va pouvoir assimiler à des clouds privés. Ça reste, on va dire, de l'informatique traditionnelle. Et puis plus on va aller vers la gauche, plus on va s'éloigner du data center, on va pouvoir rencontrer ce qu'on appelle le edge network, les micro data centers. Donc ça, c'est vraiment de la puissance de calcul qui va être déportée dans des centres de données régionaux ou départementaux, principalement pour faire de l'agrégation ou du reroutage de données au niveau de l'edge. Et ça, c'est pas vraiment vous qui allez déployer ce type de micro-data center, mais c'est plutôt les opérateurs télécoms qui aujourd'hui ont de la présence un peu partout et ont ce type d'application. Il y a une belle antenne au milieu, c'est censé symboliser une antenne 5G. Pourquoi? Tout ne va pas passer par la 5G. Hein. Si vous avez une connexion DSL ou quoi que ce soit dans vos sites à l'edge, on va dire, éloignés, ça passera par là. Mais effectivement, la 5G, il y a quand même pas mal de nouveautés. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont contre la 5G, pour la 5G, ainsi de suite. Donc moi, j'étais plutôt pas vraiment pour à la base, mais quand on m'a dit bah, tu vas travailler pour la 5G, j'ai dit ok, finalement je trouve ça intéressant, je vais regarder ce que ça apporte, et notamment on va se retrouver avec pas mal de choses sur le slicing dans la 5G ou des choses comme ça, la capacité de créer des réseaux sans connexion filaire, avec une bande passante qui est quand même très importante, et surtout on crée des réseaux entièrement privés, donc on peut quasiment recréer des réseaux d'entreprise basés sur la 5G, sur lesquels vous allez pouvoir utiliser des équipements type smartphone, des choses comme ça pour communiquer. Donc ça va se systématiser, mais c'est vraiment pour symboliser. Et à partir de donc tout ce qui est à droite de cette antenne, on va appeler ça le provider premise, ou le cloud, et tout ce qui est à gauche, ça va être le end user ou le customer premise. Donc tout ce qui est chez vous, vraiment. Et donc ce qui est chez vous, on va retrouver des équipements style Edge Server ou Gateway. Aujourd'hui, c'est des choses assez simples. Typiquement, si vous voulez quelque chose que vous utilisez au jour le jour, c'est un peu votre box ADSL, par exemple, qui aujourd'hui... Alors c'est un peu compliqué parce que sur la box ADSL on n'a pas tout, mais si vous êtes, je sais pas, chez un fournisseur, vous avez quand même la capacité de faire du streaming vidéo, de recevoir de la télé, de vous connecter à différents services, de regarder, de faire des choses comme ça, puis d'être connecté à Internet. Puis en plus ça embarque des services style DNS, DHCP et ainsi de suite directement dessus. Bon, ça va évoluer, ça va devenir vraiment ce qu'on appelle des gateways. Et puis après, on a tous les edge devices. Donc, si vous faites de l'IoT, c'est vraiment les capteurs de données, les robots qui sont pilotés, les tablettes, les mobiles, tout ce qui permet d'avoir une interaction avec l'utilisateur. Bon, ça, c'est le même, ou en tout cas le même concept schéma de chez Red Hat, donc plutôt de chez moi. En gros, qui symbolise juste qu'il y a, on va dire qu'il y a plusieurs edge. Il y a le provider edge, effectivement, il y a le end user, le device, et le far edge, là où on va vraiment avoir tous les sensors, ce qui est vraiment au plus loin du data center. Ce qu'on peut bien voir, c'est que les données, elles viennent vraiment de loin pour être traitées et potentiellement partir vers du centralisé. Et par contre, on a jusqu'au bout des devices qui ne sont pas forcément très très intelligents, ça qu'il va falloir manager et contrôler potentiellement depuis le centre. Il ne faut pas imaginer qu'il faut chacune des stacks, quand vous voulez constituer une architecture edge, il faut vraiment prendre des briques dedans, vous n'êtes pas obligé d'implémenter toutes les strates qui sont présentes ici. Mais ça, je vous le montrerai plus tard. Il faudrait juste que... OK. Pourquoi est-ce qu'on parle de edge aujourd'hui, et pourquoi est-ce que des sociétés comme la mienne, par exemple, pensent que c'est vraiment un sujet important, prégnant, dans lequel il faut qu'on investisse, enfin, en tout cas, il faut qu'on s'investisse beaucoup. En gros, voilà ce qui drive un peu, enfin, ce qui a drivé en tout cas un peu la réflexion autour pourquoi est-ce qu'il faut qu'on aille adopter du edge, c'est que aujourd'hui, on a toujours, quoi qu'il arrive, des contraintes de latence réseau. Donc en gros, quand vous avez une application qui est sur un site chez vous, dans un magasin, ou même dans un véhicule en mobilité, en fait, vous allez avoir une latence réseau qui est assez importante. Donc, si vous voulez avoir des applications de temps réel, des choses qui traitent des gros volumes de données, des choses comme ça, ça ne va pas marcher forcément bien si l'application est localisée dans le data center.
La bande passante, c'est toujours un coût. Quoi qu'il arrive, ça a beau baisser, c'est toujours un coût et une contrainte. Ça crée une dépendance aussi avec l'équipement. Donc, ce qui est lié à la résilience et à l'autonomie des sites. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple, une usine dans l'industrie, si elle est déconnectée du central et que en fait, les applications tournent dans le central, ça veut dire qu'on stoppe la production. Donc quand on travaille comme moi dans des sociétés de services, des choses comme ça, c'est pas forcément grave, on arrive toujours à se débrouiller. Là, c'est un peu plus contraignant et un peu plus important. Et puis, je l'ai dit, la donnée, elle est vraiment produite sur le customer premise, à l'edge, et de plus en plus, on va avoir des contraintes de régulation et de confidentialité des données. Aujourd'hui, vous produisez des données, vous êtes par exemple dans le retail, dans un magasin, vous produisez des données de comportement utilisateur ou des choses comme ça en France. Si vous allez les stocker chez un hyperscaler aux États-Unis, ça peut potentiellement poser problème. Et puis surtout, on a des lois qui sont différentes en plus d'un pays à l'autre. Donc sur la régulation, il vaut mieux traiter les données où elles se trouvent. A contrario, on a l'augmentation des capacités de traitement. Donc aujourd'hui, dans un truc comme ça, on arrive à faire tourner, potentiellement, je pense qu'on peut faire tourner un Kubernetes bientôt dans un téléphone, dans un smartphone, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Et donc, réduction du form factor, c'est qu'on a effectivement des capacités de compute qui se réduisent de plus en plus en termes de forme, en termes de consommation d'énergie, en termes de possibilité de les localiser loin. Ah, c'est mon premier slide en anglais, je suis désolé, j'ai pas fait de traduction. Bon, au niveau du business, donc le slide précédent, c'était plutôt au niveau de la technologie, qu'est-ce qui nous amène à réfléchir, à penser edge. Au niveau du business, bah, en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut produire de plus en plus d'applications qui sont, on va dire, data-driven. Donc en gros, comportement utilisateur, prise de décision, détection d'anomalies, aide à la conduite, par exemple, voire conduite autonome dans un véhicule. Tout ça, ça se passe vraiment à l'endroit où se trouve l'utilisateur. On veut prendre des décisions plus rapidement au niveau de l'utilisateur et on veut mieux utiliser la ressource. C'est ce qu'on a vu avant. On veut surtout, pour l'utilisateur, lui apporter des expériences qui sont bien meilleures, type application immersive, réalité augmentée, choses comme ça, qui demandent de la capacité de traitement et qui demandent de la capacité et de la réactivité, donc de la capacité de traitement là où on se trouve. On veut être capable de gérer la mobilité, donc dans son véhicule, dans le train. Je ne sais pas s'il y en a qui prennent beaucoup le train. Moi, j'ai la chance de ne plus le prendre depuis 2 ans, là, confinement. Mais avant, je le prenais beaucoup et c'était un peu l'enfer d'essayer d'être connecté sur un Marseille-Paris, par exemple, en Wi-Fi. Je l'ai repris il y a 15 jours de ça faisait longtemps, et j'ai trouvé que ça s'était vachement amélioré. Donc tout ça, c'est lié à ce qu'on peut faire au niveau du edge, au niveau du traitement, et ainsi de suite. Et, ça j'en ai parlé précédemment, on veut traiter les données, les exploiter où elles se trouvent, et pas forcément leur faire des allers-retours sur le réseau. Donc les cas d'usage courants qu'on va voir aujourd'hui. Moi, ce diagramme change assez souvent, mais en tout cas, c'est ce qui existe et ce qui est surtout en devenir dans un futur très très proche aujourd'hui. Donc dans les télécoms, c'est sûr, les télécoms, c'est un gros driver du déploiement du edge computing. Donc on fait beaucoup de choses. Typiquement, la volonté aujourd'hui, c'est de dire on remplace les grosses black box, les grosses boîtes noires réseau qu'on avait auprès des antennes et qui étaient hyper propriétaires, sur lesquelles on pouvait difficilement se désengager, par typiquement du commodity hardware, une couche software que tous les gens connaissent, tous les ops et tous les développeurs connaissent ou vont connaître d'ici peu, à base d'orchestration de containers, on va dire. Et puis au-dessus, on laisse tous les fournisseurs de solutions déployer quelque chose qui est consistant et qui est, on va dire, ouvert en termes d'API pour pouvoir communiquer. Dans le manufacturing, on va retrouver ça aussi, donc dans l'industrie, faire de la maintenance prédictive, de l'assurance qualité, donc avec par exemple des caméras qui détectent des échantillons sur des chaînes de prod pour voir s'il n'y en aurait pas qui seraient défectueux à base d'intelligence artificielle. Dans le retail, il y a plein de cas d'usage. Vous avez sûrement entendu parler dans
dans le médical, dans la santé, la capacité de faire, des analyses, en tout cas des opérations à distance, et deux, éventuellement faire de l'analyse basée sur, toujours pareil, du machine learning, de la reconnaissance d'images, typiquement de cas problématiques qui nécessiteraient de déplacer des gens, mais plutôt que de les déplacer dans une clinique, enfin dans un hôpital central à 100 km de chez eux, on va pouvoir faire des analyses préalables là-dessus. L'automobile, l'automobile et la mobilité en général, tout ce qui touche aux véhicules autonomes, à la capacité de rerouter des véhicules, typiquement par rapport à ce qui peut se passer sur un réseau globalisé. Smart cities, dans la finance, dans l'énergie, on va trouver des cas d'usage sur tout ça, dans l'hôtellerie et dans l'hôtellerie aussi. Les use cases vraiment concrets, donc qui sont déjà implémentés, je viens d'en parler, le VRAN, notamment pour les télécommunications, c'est en cours, tout ce qui est maintenance prédictive dans le manufacturing. Et dans l'énergie, donc dans tout ce qui touche à l'énergie, typiquement dans les éoliennes, on va potentiellement trouver du edge computing parce qu'on a besoin de piloter des choses par rapport à des informations locales et ainsi de suite, et on n'a pas forcément besoin de remonter l'information. Ça existe déjà aujourd'hui et c'est concrètement implémenté. Juste l'un des gros cas d'usage qui va arriver et qui vraiment nécessite ce type d'architecture, c'est intelligence artificielle et apprentissage automatique, donc machine learning. Pourquoi? Donc ça, c'est des données que j'ai récupérées d'IDC. Mais en gros, en 2020, on pensait qu'on avait des capteurs, en tout cas des éléments qui étaient capables de produire 59 zetabytes de données dans l'année. Le zettabyte, je sais pas, il y en a qui savent ce que c'est? C'est du sextillion, donc je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, aujourd'hui, vous parlez couramment de terabytes, potentiellement de pétabytes. Au-dessus, on a l'hexa et on a le zeta encore au-dessus. Donc chaque fois, on multiplie par 1000. Donc ça commence à faire un peu beaucoup. Ça, c'était en 2020, ça augmente tous les ans. Il y a une grosse attraction. Donc il y en a qui travaillent dans le machine learning, dans l'intelligence artificielle ici? Non plus. Il y a une grosse traction autour de ça. Si vous voulez faire de la data science, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui recrutent massivement aujourd'hui, quel que soit votre niveau. Il y a une grosse traction autour du machine learning, et donc en gros, il y a énormément de gains à faire, typiquement la reconnaissance faciale, le pilotage automatique, et tout ça est piloté par du machine learning. Et tout ça se combine très bien avec l'Edge. Alors pourquoi? Donc j'ai pris ce schéma juste pour symboliser un peu ce que ça fait. Donc si vous faites du machine learning, et c'est vraiment un exemple, hein, c'est pas le seul cas d'usage de l'Edge, si vous faites du machine learning, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il faut collecter des données, les préparer, il faut développer des modèles de training, donc des modèles d'apprentissage, en gros, qui sont basés sur ces données pour faire les analyses qu'on veut bien pouvoir faire. Ces modèles-là, il faut les intégrer dans des applications, parce que le modèle en lui-même n'a pas forcément d'intérêt, mais il faut les intégrer dans des applications, donc des applications pour smartphone, des applications associées à des caméras pour la détection, des choses comme ça. Il faut pouvoir déployer tout ça, et puis après, il faut pouvoir en assurer le suivi, le monitoring, et faire en sorte que ça se passe bien et que ça s'enrichit. Et en fait, si vous regardez bien sur le bas, on ne peut pas faire de training et de développement, enfin en tout cas d'intégration d'applications à l'Edge. C'est plutôt une activité qu'on va faire en data center central. Par contre, tout le reste, la collecte des données, l'exécution des applications, ça va se passer vraiment à l'Edge, quoi. Donc en gros, on amasse des gros volumes de données, on les fait travailler en centrale pour définir des modèles d'intelligence artificielle, et on package ça sous forme d'application, et on renvoie ça à l'Edge pour être exécuté vraiment au plus proche de l'utilisateur pour pouvoir faire des choses réactives, interactives et en quasi temps réel. Les challenges. Première chose, c'est en gros les principales différences entre ce qu'on va trouver au niveau du edge computing et au niveau du cloud aujourd'hui, ce que vous faites dans le cloud. Le cloud, en gros, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas, on a l'impression que c'est des ressources infinies, quoi. C'est pas, personne ne va venir vous dire « Ok, il faut arrêter de créer des instances chez Amazon parce que bientôt, on n'a plus de capacité. » Ça gère du multi-tenancy, donc vous êtes sur les mêmes infrastructures que vos concurrents, que vos voisins, que vos amis, que d'autres équipes chez vous, mais vous ne les voyez pas, quoi. Il y a vraiment un cloisonnement qui est fort et qui fait que on mutualise de la ressource, mais de façon relativement sécurisée. Et surtout,
Il y a tout ce bénéfice du self-service, du provisioning à la demande. Vous voulez une application type base de données, vous cliquez sur une carte là, dans votre application web, et puis c'est là dans 2 minutes. C'est magique. Dans l'edge computing, on va avoir plutôt une capacité limitée. Ça se trouve loin, et c'est démultiplié. Il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup d'infrastructures, donc ça va être beaucoup plus restreint en termes de capacité. Souvent, mais c'est plus complètement vrai, et je reviendrai là-dessus, on va avoir un seul tenant, donc c'est votre infrastructure à vous, et il n'y a que vos applications qui tournent dessus sur les sites distants. Et puis surtout, une problématique, c'est le provisioning. Il faut faire de la planification. Vous avez, admettons, vous êtes une usine, vous êtes un manufactureur, vous avez 70 usines, ça veut dire qu'il faut 70 fois déployer une infrastructure à peu près similaire pour déployer les applications dessus. Si vous faites du retail, vous avez, je sais pas, 150 magasins en France, et alors 500 dans le monde, il va falloir déployer ça 500 fois. Donc ça demande un petit peu de gymnastique au niveau du capacity planning. Ce qu'il faut bien considérer, c'est que ce qu'on va vous demander dans l'edge computing, c'est de faire quelque chose qui est capable de scaler, donc capable de monter en charge progressivement, et sur un site particulier, mais surtout en termes de distribution, de nombre de sites. Potentiellement, vous allez vous retrouver avec des centaines, voire des milliers de nodes distribués sur des dizaines, voire des centaines de sites. Et puis tout ça, surtout, il faut prendre en compte le fait que tous ces nodes, c'est pour déployer des applications. Donc tout ce qui touche à la chaîne applicative, au CI/CD et ainsi de suite, ça doit être pris en compte et ça doit être adapté à ce que vos développeurs et ce que vos opérateurs savent faire aujourd'hui. Sur du cloud, on commence à avoir une bonne maîtrise de tout ça. Sur l'edge, il va falloir répliquer exactement les mêmes choses. Pourquoi? Alors déjà, parce que d'un côté, l'allocation des espaces est très contraignante. Donc en gros, vous allez vous retrouver dans des toutes petites salles, moins de 10 mètres carrés, avec des conditions on va dire, de ventilation, de climatisation qui ne sont pas forcément idéales, avec des devices, en fait, il va falloir penser que vous n'avez pas d'opérateurs qui sont sur place, on ne va pas déployer une personne sur chaque emplacement. Donc ça veut dire qu'il faut envisager aussi le fait que vous perdez un équipement, vous n'allez pas le troubleshooter, essayer de comprendre ce qui s'est passé de ça, vous le faites remplacer, vous en mettez un nouveau, puis il doit se redéployer à l'identique du précédent sans qu'on s'en rende compte. Et puis on a toujours cette problématique de network connectivity, donc on doit pouvoir supporter le fait qu'on a un réseau qui est, malgré tout, qui reste aléatoire, sauf si vous voulez monter vraiment des gros redondances du réseau sur des centaines de sites, et de ça, économiquement, c'est pas forcément viable. Les personnes qui gèrent ça, tous les people, aujourd'hui, c'est un nouveau paradigme, c'est une nouvelle approche, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut apprendre, ou en tout cas aborder de nouvelles compétences, onboarder de nouvelles compétences, ou recruter? Non, en fait, personne n'est dans cette démarche-là, enfin je connais personne qui est dans cette démarche-là aujourd'hui de dire je me lance sur un nouveau secteur et je recrute des équipes fraîches, from scratch, pour faire ça. Donc ça veut dire qu'il faut, qu'on s'adapte de façon assez smooth, donc assez simple à ce que les gens savent déjà faire aujourd'hui. Et puis deux, il faut qu'on capitalise sur le savoir-faire des équipes. C'est pour ça que les pratiques DevOps, potentiellement, qu'on est en train de mettre en place ou qui sont déjà en place, on a un bénéfice à pouvoir les transposer sur le edge. Et la sécurité. Alors, je ne sais pas s'il y a un slide, si j'ai un slide. La sécurité, c'est l'un des éléments les plus importants. J'ai vu, dans les discussions que je peux avoir, j'ai deux types d'approches sur la sécurité du edge computing. Il y en a qui disent, c'est pas très grave, parce qu'en fait, c'est juste quelques sites et tout. Si un site est compromis, on peut l'isoler, le cloisonner, le fermer, et puis en fait, ça restera une zone morte quelque part, mais ça ne compromet pas la globalité du maillage et la globalité de l'infrastructure. Mon point de vue est un peu différent. On standardise, enfin j'arrête pas de dire qu'il faut standardiser, il faut systématiser, ainsi de suite. Ça veut dire que si vous avez défini une architecture, une stack hard, une stack applicative, plus des applications qui potentiellement peuvent être compromises dans un des maillons de la chaîne, ça veut dire que ça peut se spreader partout, ça peut se déployer partout, et ça peut contaminer l'intégralité des choses. Et surtout, vous avez des milliers d'équipements, des milliers de nodes qui tout d'un coup sont à peu près tous identiques, sont tous compromis.
Je vous laisse imaginer ce que des puissances étrangères maléfiques pourraient faire, pourraient utiliser pour, par exemple, compromettre les prochaines élections présidentielles ou des choses comme ça. Donc on a un intérêt à vraiment prendre la sécurité de bout en bout, à la considérer horizontalement, on va dire, et verticalement dans le process d'intégration et de déploiement. Je vais aller vite là-dessus. Donc, juste pour rappel, les points forts ou les challenges forts à prendre en considération aujourd'hui, c'est la scalabilité, l'interopérabilité, à savoir qu'on a une infrastructure ou une architecture commune, mais de toute façon, on ne peut pas faire tout à l'edge. Vous allez être obligé de travailler avec des éditeurs, des développeurs externes, des choses comme ça qui amènent des nouvelles fonctionnalités, Tout ça, il faut que ça interopère. Il faut aussi que ça interopère avec ce que vous avez déjà d'existant en centrale. La consistance, donc avoir une approche consistance entre les développeurs et les opérations. Ça, on va dire qu'on se rapproche quand même très fortement de ce qu'on appelle le DevOps. Et, comme je l'ai dit juste avant, la sécurité qui est un point critique. Tout ça nous amène à quoi? Le DevOps à l'edge. Donc si on résume bien ce que j'essaye de formuler depuis le début, le edge computing, ça nécessite de mettre en place des environnements standardisés, d'automatiser un maximum de tâches, bon, les installations, les déploiements, tout ce qui touche au changement de configuration au niveau de l'infrastructure, mais aussi de systématiser les process de construction, de build, de livraison et de déploiement des applications sur un nombre quasi infini de devices, ou en tout cas de réceptacles. Et ça nécessite de prendre en considération la sécurité de bout en bout sur l'ensemble des stacks. Ça tombe plutôt pas mal. Si on prend une définition vraiment simplifiée du DevOps, l'approche, ça consiste quand même à unifier et automatiser les processus en mettant l'accent sur la collaboration et la communication entre les équipes. Le DevSecOps, je pense que vous êtes tous impliqués là-dedans, ça étend juste au DevOps, enfin ça étend le DevOps en intégrant la sécurité en tant que responsabilité partagée. Ça veut dire les développeurs, les opérateurs et tout ce qui est RSSI, responsable sécurité, ainsi de suite, sont tous dans la même pièce, dans la même salle, se parlent tous plutôt que d'être complètement cloisonnés et tous se rejeter la faute les uns sur les autres pour faire quelque chose qui soit vraiment sécure. Tout ça pour résumer, tout ce qu'on est censé mettre en place pour déployer des architectures edge computing, ça s'adapte complètement au DevOps et même c'est recommandé d'exploiter ou d'utiliser ces pratiques pour le mettre en place. Alors, je vais commencer à dire des gros mots. Donc, Kubernetes. Je croyais que mon micro était là, excusez-moi. Kubernetes. Pourquoi est-ce que ça va jouer un rôle important à l'Ops? Donc, je sais quand même dire le DevOps, c'est un ensemble de pratiques, choses comme ça, c'est pas des outils, mais c'est quand même beaucoup, ça repose quand même sur beaucoup d'outils. Aujourd'hui, la containerisation, l'orchestration de containers, c'est quand même un des outils principaux de la culture DevOps. Enfin, en tout cas, de la pratique DevOps. Aujourd'hui, l'objectif du Edge, c'est quand même d'aller monétiser des emplacements que vous avez déjà, sur lesquels vous voulez déployer des applications qui soient en interaction proche avec vos utilisateurs et qui exploitent les données qui sont produites. Tout ça, c'est des nouveaux services. Ça n'existe pas forcément aujourd'hui, donc c'est des services que vous allez vouloir rendre attractifs. Et ça ne va pas se faire sans un engagement fort des développeurs. En plus, l'Edge, on va dire, c'est un terrain à conquérir. C'est pas quelque chose, c'est pas de la transformation, c'est pas du refactoring. C'est relativement nouveau. Donc ça veut dire qu'on va avoir principalement, en tout cas toutes les applications qu'on va les déployer à l'Edge aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des applications cloud native. Donc dans de 95 à 99% des cas, des applications containerisées. Ça doit être simple à opérer, donc c'est inutile de compliquer, d'inventer de nouvelles stacks, soit soft, de nouveaux orchestrateurs, des nouvelles stacks hardware, c'est pas complètement vrai, parce que typiquement avec l'avènement de l'ARM, on peut considérer que c'est une nouvelle stack hardware qu'on va retrouver beaucoup à l'Edge. Pourquoi? Réduction des facteurs de coût, consommation moindre, et ainsi de suite. Mais en tout cas, quand on voit que pas mal d'entreprises investissent massivement sur Kubernetes aujourd'hui, dans le data center, il y a de fortes chances qu'on puisse faire perdurer ça à l'Edge en utilisant du Kube aussi. Et en fait, enfin, on n'a pas d'opérateur à distance, et puis on n'a pas de gens qui peuvent, on a tellement de nœuds à superviser qu'on ne va pas dire, ok, je prends... moi, quand j'ai commencé dans l'informatique, c'était il y a très très longtemps, on disait il faut un administrateur pour 5 serveurs.
Mais bon, c'était la virtualisation, ça n'existait pas. Donc je ne sais pas combien on est aujourd'hui, peut-être un administrateur pour 200, pour 1000 serveurs, choses comme ça, mais là ça veut dire qu'on va rester avec les mêmes équipes, donc c'est un administrateur pour 100 000 devices peut-être. Donc ça nécessite d'avoir des opérations automatisées, draining, scaling, auto-healing, rebalancing de services quand on perd des nœuds, des choses comme ça. Tout ça, c'est natif Kubernetes. Quand on étend ça au DevOps, l'extension de Kubernetes au DevOps, ça veut dire qu'une fois qu'on a ça, on va retrouver tout un panel d'outils traditionnels qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc Kubernetes, tout ce qui est GitOps Operation, Argo CD, Flux, que sais-je, enfin en tout cas, principalement, je pense que si vous êtes un peu branché GitOps, vous devez faire au moins l'un des deux, de l'Argo CD probablement. Tout ce qui va toucher au Zero Touch Provisioning, donc comment on déploie des stacks hard et le software en un clic sans avoir quoi que ce soit à faire, tout automatisé, ce qui touche un peu à l'infrastructure as a service, pas l'IAC. Si, l'infrastructure as code, pardon. L'automation, donc tout ce qui a touché. Alors l'automation, c'est beaucoup Kubernetes, puis peut-être un petit peu d'Ansible, Salt, des choses comme ça si vous utilisez des outils d'automation. Et tout ce qui touche, tous les process de CI/CD vont se retrouver embarqués de la même façon, sans pénalité sur du Edge. Multicloud, donc ça par contre, c'est déjà des choses qui existent dans le data center, des outils pour manager multiple clusters distribués sur plusieurs plateformes et ainsi de suite. Et il y a un projet qui est assez intéressant, sur lequel j'avais bossé un peu, qui s'appelle Flota, qui permet en fait d'aller vraiment automatiser de la distribution à l'edge, donc multiples devices avec des outils d'automatisation, des outils de déploiement massif, où c'est plutôt piloté par le edge que par le centre. Si je vous encourage à regarder si vous voulez. Je crois que je ne vais pas avoir beaucoup de temps, mais je vais encore en profiter pour dire, je suis employé par une société qui s'appelle Red Hat. Qu'est-ce qu'on fait, nous, dans tout ça? En gros, au-delà du logiciel, au-delà des produits qu'on fournit, on a quand même une vision chez Red Hat, pas seulement sur le edge computing, mais en tout cas qui s'adapte très bien au edge computing, c'est on a des plateformes ouvertes, communes, et en gros, on va utiliser la même plateforme, que ce soit dans le core, dans le cœur, dans le data center, dans le cloud ou à l'edge. On a un écosystème partenaire qui est assez fort avec des certifications sur nos produits de la part de tous les software editors qui veulent bien, enfin en tout cas qui ont envie d'être intégrés dans notre stack applicative, dans notre stack d'infrastructure. Et ça veut dire que la plupart des gens qui développent des solutions à l'edge, généralement travaillent avec nous pour faire certifier ces solutions sur nos produits. Et surtout, on est enfin en tout cas, on est une boîte qui fait du software design by default, enfin secure by default, pardon, ou secure by design. Donc en gros, tout est sécurisé chez nous, en tout cas, est pensé autour de la sécurité chez nous, depuis la base jusqu'aux applications au plus haut. Et ça se prête relativement bien à cette problématique de sécurité qu'on a pu voir sur déploiement à Edge. Et puis on a tout un tas d'outils, d'orchestration, de management de toutes ces plateformes que je pourrais rapidement vous montrer après. Donc moi, je t'ai dit, je travaille sur un produit qui s'appelle OpenShift, que c'est un produit que j'apprécie vraiment bien. Basiquement, c'est une distribution Kubernetes, mais ça va au-delà de ça, puisque ça embarque tous les outils pour faire le D2 Operation, ça se déploie sur n'importe quelle infrastructure, et puis surtout, ça apporte des fonctionnalités de pass pour enrichir l'expérience développeur, en tout cas simplifier l'expérience développeur. Et en fait, on va retrouver une des contraintes qu'on demande à l'Edge, c'est être capable de déployer des applications qui vont pouvoir aller de façon simple et unifiée, qui vont pouvoir se déployer partout, et d'un autre côté, une infrastructure Kubernetes qu'on est capable de déployer partout. L'idée à l'Edge d'OpenShift, c'est de dire on crée une fois, on build une fois, mais on peut déployer partout, à l'Edge, sur des petites footprints, donc sur des petites infrastructures en termes de footprint, sur des infrastructures virtualisées, sur du public cloud, sur du bare metal. Ça répond à peu près à tous les use cases. Et on va avoir la même expérience, quel que soit le form factor ou la localisation de nos applications, pour les ops et pour les développeurs. Comment ça se représente? Typiquement, si vous reprenez le graphe initial avec toutes mes strates de l'Edge,
On a plusieurs use cases, mais en tout cas, on est capable de répondre à quasiment tous. Donc, d'avoir des devices à l'edge, des vraiment small devices à l'edge, style IoT Gateway, ou choses comme ça, qui vont communiquer avec des data centers centralisés. On va avoir du Kubernetes en single node, de l'OpenShift single node, donc un vrai control plane avec la capacité de déployer du workload de la même façon que vous pouvez le faire sur le cube que vous utilisez chez vous ou dans les data centers avec communication data center. La possibilité de créer des micro-data centers à l'edge network avec ce qu'on appelle des remote worker nodes, donc en gros des devices qu'on envoie encore plus loin dans l'edge et qui sont pilotés par un control plane un intermédiaire un peu plus centralisé, et en fait des clusters compacts Tron. Tout ça, ça se résume comme ça, donc on a une gamme, et encore c'est que la gamme Edge, puisque le cluster traditionnel avec un control plane standard et des centaines de worker nodes, bah c'est encore à l'extérieur de l'écran, mais on a des devices adaptés pour l'Edge, donc ça peut être RHEL for Edge avec du Podman par exemple pour faire tourner juste des containers sur vraiment un micro Linux, ou Red Hat Device Edge, qui est, si vous avez entendu parler, c'est un projet qui a fait pas mal de buzz, qui s'appelle Microshift, et donc en gros qui est vraiment de l'OpenShift, mais sur un small form factor, donc vraiment sur des petites machines ARM ou Intel ou AMD, qui sont dédiées pour être à l'Edge. On a le single node, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça s'adapte assez bien dans des endroits où on n'a pas énormément d'espace, assez loin, mais on a vraiment besoin de toutes les fonctionnalités, pas seulement de Kubernetes, mais d'OpenShift aussi. Et puis après, on a Remote Worker Node, Compact Cluster pour réduire les form factors. Au-delà de tout ça, chez nous, on a un produit qui s'appelle Multi-Cluster Management, donc qui est vraiment dédié à j'agrège et je vois en un seul point, qui n'est pas juste une UI où on peut regarder des couleurs jolies. Ça, c'est une extension de l'API Kubernetes qui permet, sur ce qu'on appelle un cluster hub, de piloter tous les autres clusters qu'on aura dans le domaine. Donc ça s'adapte très bien, au multi-clustering dans des data centers, mais aussi très bien à l'edge. On gère avec ça le déploiement de politiques conformes, donc systématisation de politiques de déploiement. Vous avez un environnement conforme, identique partout, sur tous les nodes que vous allez piloter. Et il n'y a pas de, si ça drift, si quelqu'un l'a modifié à la main ou choses comme ça, c'est automatiquement réappliqué. Les politiques sont forcées, donc sont automatiquement réappliquées pour que vous ayez toujours un environnement cohérent. Plus un outil de gestion d'application, déploiement massif à l'identique sur pas mal de choses. Est-ce que j'ai encore une minute ou c'est la prochaine conf, elle est à quelle heure? Ok, parfait. Bon, je vais aller vite là-dessus, mais c'est juste là où on en est aujourd'hui, nous, Red Hat. Donc le telco, c'est déjà implémenté. Tout ce qui touche à l'industrie, c'est déjà implémenté. On a énormément de use cases déployés là-dessus, tous sur une plateforme commune. À nous, et on est déjà en phase d'attaque sur l'automotive, donc l'automobile, les smart cities, le retail, et ainsi de suite. Et ça sera mon dernier slide, c'est juste pour dire, on a une vision qui couvre, on va dire, ces 4 axes. Donc le Digital Enterprise Edge, typiquement, je pense que c'est vous, c'est tout ce qui touche à l'IT et qu'on veut aller porter un peu plus loin que le data center. Operation Edge, c'est tout ce qui touche à l'industrie, donc ce qu'on appelle l'OT dans l'industrie, donc la capacité de déployer des mini-clusters directement dans les usines pour piloter toute l'usine. Le Provider Edge, c'est vraiment tout ce qui est telco avec les micro-data centers plus le RAN. Et tout ce qui va être Connected Product, donc le véhicule, enfin tout ce qui va toucher à ce qui bouge et ce qui est dans la mobilité. Bien. Ok. Je vous remercie. Si vous avez des questions, des réactions. Merci beaucoup.